Bienvenue, cher auditeur, dans notre deep dive du jour. Du jour, on va s'attaquer à un monument de la philosophie. Un penseur qui n'a jamais quitté sa ville natale et qui pourtant a révolutionné la pensée occidentale. Ah oui, un vrai cas d'école. Exactement. Préparez-vous à plonger dans l'univers d'Emmanuel Kant, né et resté toute sa vie à Königsberg. Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad en Russie. C'est ça. Incroyable de se dire qu'un homme qui n'a pratiquement jamais voyagé a eu un impact aussi immense. Figurez-vous qu'il a produit une œuvre monumentale. Ah oui. Et ses idées ont révolutionné notre façon de comprendre le monde, la connaissance, la morale, l'art. Mais excellent. On parle de métaphysique, d'épistémologie, d'éthique, d'esthétique. D'accord, là je sens que ça va être costaud. C'est sûr Kant, c'est pas de la philosophie du comptoir. Mais avant de plonger dans le grand bain, on peut peut-être remonter un peu le fil de sa vie. Bien sûr, c'est important de comprendre le contexte. D'où vient-il, ce Kant? Quel genre d'éducation a-t-il reçu? Eh bien, il est né en 1774 à Königsberg dans une famille modeste et très pieuse. Pieuse, ça veut dire lia, Une éducation religieuse stricte, austère même, imprégnée de piétisme. le piétisme beau. C'est un courant protestant qui met l'accent sur l'expérience personnelle de la foi, la conversion, l'introspection. Pas vraiment l'ambiance idéale pour un esprit rationnel comme Kant, on imagine deux. Effectivement, Ado Etaniba était un esprit libre, curieux, assoiffé de savoir. Il a trouvé refuge dans les classiques latins. Ah, les classiques, une valeur sûre serrée. Heureusement qu'ils étaient au programme de son école, c'était une bouffée d'air frais pour lui, et puis une rencontre décisive. Racontez-moi. Martin Knudsen, un professeur à l'université de Königsberg qui lui ouvre les portes de la philosophie moderne. Knudsen. Ce nom me dit quelque chose. C'est pas lui qui a introduit la philosophie de Leibniz en Allemagne. Exactement. Et il a aussi initié Kant à la physique de Newton. Imaginez un peu le choc. D'un côté, Leibniz, le philosophe rationaliste. Oui, qui construit des systèmes métaphysiques très complexes. Et de l'autre Newton, le scientifique empiriste, qui révolutionne notre compréhension de l'univers avec ses lois de la gravitation. C'est vrai que ça fait deux approches assez différentes. Qu'on se retrouve à la croisée de ces deux courants majeurs de la pensée occidentale. Waouh. C'est comme s'il avait hérité d'un double trésor. Exactement. Un héritage riche, mais aussi un défi. Comment a-t-il géré cet héritage, justement? Il a cessé de faire la synthèse entre Leibniz et Newton. Oui, dans ses premiers travaux, on voit déjà cette volonté de concilier la métaphysique rationaliste et la physique empiriste. Il a réussi, Mo? Disons qu'il a ouvert des pistes très intéressantes. Par exemple, il propose une théorie de la formation du système solaire, Ah oui. la fameuse hypothèse de la nébuleuse. Et ça consiste en quoi? En gros, il suggère que le système solaire s'est formé à partir d'un nuage de gaz. Intéressant. C'est une idée révolutionnaire pour l'époque. Ouh, je vois. Et elle est inspirée à la fois de Newton et de Leibniz. Tout à fait. C'est fascinant de voir comment il se nourrit de ses influences pour forger sa propre pensée. C'est ça la force de Kant. Il ne rejette rien en bloc, il essaye de comprendre, d'intégrer. On dirait qu'il a passé sa vie à chercher un équilibre entre la raison pure et l'expérience sensible, entre le monde des idées et le monde des phénomènes. Oui, c'est une tension qui traverse toute son œuvre. Mais dites-moi, c'est quoi au juste cette fameuse philosophie critique? C'est le cœur de sa pensée. C'est là que les choses sérieuses commencent et... Absolument. Avec la critique de la raison pure, publiée en 1781, Kant entre dans la cour des grands. Critique de la raison pure, ça promet d'être dense. C'est un ouvrage majeur, très complexe. Et de quoi ça parle au juste à moi? Kant s'attaque à une question fondamentale. Que pouvons-nous connaître? Ah, la grande question de la connaissance. Quelles sont les limites de notre raison? Qu'est-ce qu'il est possible de savoir avec certitude à eux? Préparez-vous, ça va décoiffer. Embelzeriumiumu groban de quadé. Ça va me combien? Préparez-vous, ça va décoiffer. Dites-moi tout. Comment Kant répond à cette question de la connaissance? Accrochez-vous bien. Imaginez que notre esprit est comme un ordinateur. Avec ces programmes, ces logiciels, c'est même. Exactement. Quand on nous dit que ces programmes, ce sont les formes a priori de la sensibilité et les catégories de l'entendement. C'est-à-dire? En gros, ce sont des structures innées de notre esprit qui organisent nos perceptions et nos pensées. Donc, on ne perçoit pas le monde tel qu'il est réellement, mais tel qu'il est filtré par notre esprit. Vous saisissez l'idée. C'est ce qu'on appelle l'idéalisme transcendantal. L'idéalisme transcendantal. Pour Kant, la réalité en soi, la chose en soi, est inaccessible à notre connaissance. Attendez, si je comprends bien, on est un peu prisonnier de notre propre perception du monde. D'une certaine manière, oui. Mais attention, Kant ne dit pas que le monde extérieur n'existe pas.
Il dit simplement qu'on ne peut le connaître qu'à travers le prisme de notre esprit. C'est comme si on regardait le monde à travers des lunettes colorées. Excellente image, ça, on ne voit que les couleurs que les lunettes laissent passer. Ok, ça me parle dit. Du coup, si on ne doit connaître que les phénomènes, qu'est-ce que ça implique pour la science? Pour Kant, la science a pour objet les phénomènes, c'est-à-dire le monde tel qu'il nous apparaît. Donc la science est quand même légitime. Bien sûr. La science peut découvrir des lois, des régularités, mais elle ne peut pas prétendre connaître la chose en soi, la réalité ultime. Intéressant. Donc la science est limitée à l'étude des apparences, mais elle a quand même sa place dans le système kantien. Et qu'en est-il de la métaphysique? Ah, la métaphysique, et la philosophie qui s'intéresse aux questions fondamentales sur l'existence, Dieu, l'âme. Est-elle condamnée à disparaître, Lee? Pas du tout. Kant opère une distinction fondamentale entre la raison pure et la raison pratique. La raison pure et la raison pratique. La raison pure, c'est la faculté de connaître par concept. La raison pratique, c'est la faculté de déterminer la volonté par des principes moraux. D'accord, je vois la distinction. Pour lui, la métaphysique traditionnelle, qui prétendait connaître Dieu, l'âme, etc. par la raison pure, était vouée à l'échec. Mais la raison pratique ouvre une nouvelle voie pour la métaphysique. Ah, voilà, qui était intriguant. On touche du doigt l'une des idées centrales de Kant, la distinction entre le domaine théorique et le domaine pratique. Mais avant de plonger dans la métaphysique pratique, on pourrait peut-être faire une petite pause, histoire de laisser notre auditeur digérer tout ça. Excellente idée, Ota. On se retrouve dans la deuxième partie de notre deep dive pour explorer les implications morales et politiques de la philosophie kantienne. Bon, on reprend notre exploration de l'univers kantien. Oui, j'ai hâte de voir où ça nous mène. Rappelez-vous, on a laissé Kant aux portes de la métaphysique pratique. Autrement dit, on va parler morale, liberté, devoir. Exactement. Ça promet d'être intéressant. On explorait sa vision de la connaissance avec cette idée que notre esprit structure le monde qu'on perçoit. J'avoue que ça m'a un peu retourné le cerveau. C'est normal, c'est du Kant. Mais maintenant, j'ai hâte de comprendre comment il applique cette logique à la morale. Est-ce que pour lui, le bien et le mal sont aussi construits par notre esprit? Alors là, attention, c'est encore plus fort. Pour Kant, la morale n'est pas une question de sentiment. Pas de sentiment. Non, ni de coutume, ni de conséquences. Ah oui, Elle est fondée sur la raison pure, la raison pure. sur des principes universels et absolus. Attendez, des principes universels pour la morale. Ça veut dire qu'il existe une loi morale qui s'applique à tout le monde partout, tout le temps. Oui, un peu comme les lois de la physique. Fascinant. Kant pense qu'il existe une loi morale objective, qu'il appelle l'impératif catégorique. L'impératif catégorique. C'est un peu comme le code de la route de la morale, si vous voulez. D'accord? L'image est parlante. Et ce code, il est inscrit en chacun de nous. Inscrit en nous. Oui, dans notre raison pratique. Mais concrètement, comment on fait pour connaître ce fameux impératif catégorique? Kant nous donne une formule. Une formule. Elle est simple en apparence, mais d'une profondeur incroyable. Dites-moi tout-y. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. J'étais pas que j'ai besoin d'un exemple. Bien sûr, imaginez que vous êtes tenté de faire une fausse promesse Une fausse promesse. pour obtenir un avantage. Par exemple, vous promettez à un ami de lui rembourser un prêt alors que vous savez très bien que vous ne pourrez pas le faire. Ah oui, je vois le genre rejeté. La maxime de votre action, c'est set it. Il est permis de faire de fausses promesses quand ça m'arrange. Bon, on est d'accord, c'est pas très moral. Mais plus important encore, est-ce que vous pouvez vouloir que cette maxime devienne une loi universelle? Une loi universelle I. Imaginez un monde où tout le monde fait des fausses promesses dès que ça les arrange. Ah oui. Plus personne ne ferait confiance à personne. La société s'effondrerait farchédée. Exactement. Du coup, l'impératif catégorique, c'est un test pour vérifier si nos actions sont moralement acceptables. Oui, on peut le voir comme ça. Si on ne peut pas vouloir que la maxime de notre action devienne une loi universelle, alors notre action est immorale. C'est ça. C'est simple, mais terriblement efficace. C'est la force de la pensée kantienne. Ok, je commence à saisir la logique. Mais dites-moi, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit jamais mentir? C'est là que les choses se compliquent. Ah ouais. Et comment est très clair, mentir est toujours immoral, Toujours. quelles que soient les circonstances. Alors là, je suis moins convaincu. Il y a des situations où le mensonge peut sembler justifié, non? C'est un débat qui continue de diviser les philosophes aujourd'hui. Oui, je comprends. Certains pensent que Kant est trop rigide. Trop absolutiste. D'autres admirent sa rigueur morale, sa volonté d'établir des principes clairs et universels. En tout cas,
Ça ne laisse pas indifférent. On sent que Kant cherche à fonder la morale sur des bases solides. Oui, à l'abri des fluctuations, des sentiments et des opinions. Mais dites-moi, si la morale est fondée sur la raison, comment concilie ça avec la liberté humaine? Ah, la grande question de la liberté. Si on est déterminé par la raison, est-on vraiment libre de choisir? Excellente question. C'est l'un des problèmes les plus épineux de la philosophie kantienne. Comment concilier le déterminisme de la raison avec la liberté morale? Pas facile. On a l'impression qu'il nous enferme dans un carcan moral, tout en affirmant qu'on est libre. Pour comprendre la position de Kant, il faut revenir à la distinction qu'il fait entre le monde phénoménal et le monde nouménal. Le monde phénoménal et le monde nouménal. Le monde phénoménal, c'est le monde des apparences. Le monde que nous percevons à travers nos sens et notre entendement. Ce monde est gouverné par les lois de la nature, par le déterminisme causal. D'accord, on retrouve nos fameuses lunettes colorées. Exactement. Et le monde nouménal? Et le monde nominal, c'est quoi alors? Le monde nouménal, c'est le monde de la chose en soi. La chose en soi. La réalité ultime qui est inaccessible à notre connaissance. D'accord. C'est dans ce monde, selon Kant, que se situe la liberté humaine. Attendez, la liberté se trouve dans un monde qu'on ne peut pas connaître. C'est un peu frustrant, non? C'est vrai que c'est une conception assez abstraite de la liberté. Oui, je trouve. Mais pour Kant, c'est la seule façon de la sauvegarder. Si la liberté se situait dans le monde phénoménal, elle serait soumise au déterminisme causal. Donc elle n'existerait pas vraiment. C'est ça. En la plaçant dans le monde nouménal, Kant la soustrait à la nécessité naturelle. Et il lui confère une dimension absolue. Vous avez tout compris. D'accord? Je vois l'idée. Notre liberté, c'est notre capacité à agir selon la loi morale, indépendamment des déterminismes du monde sensible. C'est une liberté intérieure. Une liberté de l'esprit. Mais ça reste quand même un peu mystérieux, tout ça. C'est le mystère de la liberté, cher auditeur. Oui, c'est vrai. On a encore beaucoup à explorer dans cet univers kantien. De retour pour le dernier acte de notre deep dive kantien. Le bouquet final était. Exactement. Exactement. Après la connaissance et la morale, on explore l'héritage de Kant. Un héritage colossal. C'est clair. C'est incroyable de penser que des idées nées, il y a plus de 2 siècles, continuent d'influencer la philosophie actuelle. C'est la marque des grandes pensées, celle qui touche à l'universel. Kant a posé des jalons tellement importants qu'il est difficile de faire de la philosophie aujourd'hui sans se confronter à son œuvre. C'est vrai? Alors justement, comment cet héritage se manifestait-il concrètement? On a parlé de l'école de Francfort, de John Rawls, mais il y a sûrement d'autres exemples. Bien sûr. Prenons la philosophie morale, par exemple. Kant a ouvert la voie à ce qu'on appelle le déontologisme. Le déontologisme. C'est une éthique qui met l'accent sur le devoir. Le devoir. Oui, et les principes moraux universels. Des philosophes comme Habermas, par exemple, s'inspirent de Kant pour développer une éthique de la discussion. Une éthique de la discussion. Une éthique qui vise à fonder la validité des normes morales sur la communication et l'argumentation rationnelle. Donc, l'idée kantienne d'une loi morale universelle continue de faire des ébaules. Tout à fait. Et dans d'autres domaines comme l'esthétique, la politique, la philosophie du droit. On retrouve aussi son influence là. Absolument. En esthétique, par exemple, Kant a révolutionné notre façon de comprendre la beauté. Ah oui? Pour lui, le beau n'est pas simplement une propriété objective des choses. Non, c'est un sentiment Un sentiment naudet de plaisir, de plaisir, désintéressé, désintéressé, qu'on éprouve face à un objet, face à un objet. qui suscite en nous un jeu libre de nos facultés cognitives. D'accord. Le fameux sentiment du beau et du sublime. Exactement. C'est une vision très subjective de la beauté, finalement. Oui, tout à fait. Et cette subjectivité pour Kant n'est pas une faiblesse. Ah, non, Au contraire, c'est une force. une force là. Elle témoigne de la capacité de l'esprit humain à créer du sens, à donner une valeur aux choses. Intéressant. C'est une idée très moderne, qui a influencé des courants artistiques comme le romantisme, l'impressionnisme, l'expressionnisme. C'est incroyable de voir comment une réflexion philosophique sur la beauté peut avoir un impact sur l'art. Oui, c'est fascinant. Et en politique, en philosophie du droit, comment l'héritage de Kant se manifeste-t-il? En politique, Kant est un ardent défenseur du républicanisme Du républicanisme fait, et de la paix perpétuelle. la paix perpétuelle. Il pense que la raison peut nous guider vers un ordre politique juste Juste, et pacifique, fondé sur le droit international et la coopération entre les peuples.
On retrouve là sa vision universaliste, cosmopolite, qu'on a évoquée tout à l'heure. Exactement. Et cette vision continue d'inspirer des projets politiques, des organisations internationales, des mouvements pacifistes. Par exemple, le vote. L'Union européenne, les Nations unies, toutes ces initiatives qui visent à promouvoir la paix et la coopération entre les peuples. C'est fascinant de voir comment la philosophie kantienne, qui peut paraître abstraite et complexe de prime abord, se traduit concrètement dans des projets politiques, des mouvements sociaux, des courants artistiques. Kant a touché à quelque chose de profond. D'universel, qui continue de nous parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est une pensée qui nous met au défi. Qui nous invite à réfléchir. À prendre nos responsabilités. Qu'on nous dit que nous sommes des êtres libres et rationnels. Capables de penser par nous-mêmes. De nous donner des lois morales. De construire un monde plus juste et plus pacifique. Exactement. C'est un message d'espoir, finalement. Un message qui nous encourage à ne pas baisser les bras. Merci à vous, chers experts, pour ce voyage passionnant dans l'univers kantien. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette deep dive. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'explorer plus en profondeur l'œuvre de ce grand philosophe. Et n'oubliez pas, osez penser par vous-même, osez interroger le monde, osez être kantien.